passe maintenant au dossier de la semaine. Et c'est le photographe Pascal Rostin que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Dossier de ce soir, qui a tué Lady Di? En 1995, la princesse Diana a confié à son avocat qu'elle craignait d'être assassinée. Elle avait peur qu'on trafique les freins de sa voiture pour faire croire à un accident. Il prépare un accident sur ma voiture. Charles pourra ainsi se remarier. Et comme par hasard, Diana meurt 2 ans plus tard dans un accident de la route. Mais au fait, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'était un accident? Pour Mohamed Al-Fayed, il s'agit d'un assassinat. They have murdered my son and Princess Diana. Selon lui, la princesse Diana était enceinte de son fils Dodi et ils avaient prévu de se marier. Rien de tout ça n'est prouvé, mais ça n'empêche pas le milliardaire égyptien d'accuser le prince Philippe et le prince Charles d'avoir organisé l'accident. And she knows. And she told me personally, if anything happened to me, be sure the finger is the person who have done it is Prince Philip. Pour étayer cette thèse, on peut rappeler le témoignage d'un dénommé François Levistre qui, ce soir-là, roulait juste devant la voiture de Diana. Il prétend avoir vu 2 hommes en moto dépasser la Mercedes et envoyer un flash lumineux surpuissant qui aurait aveuglé le chauffeur au point de lui faire perdre le contrôle du véhicule. Le problème, c'est que son témoignage n'a pas été jugé crédible, ni par les policiers français, ni par la justice anglaise. Sinon, en 2013, un membre des forces spéciales britanniques a raconté à sa famille que Diana avait été éliminée par des membres de son unité. Scotland Yard a bien sûr enquêté, mais ça n'a rien donné. Quel dommage! C'est tellement plus romanesque d'imaginer que Diana aurait été assassinée. Pourtant, la thèse de l'accident reste la plus probable. Henri Paul, le chauffeur, avait 3 fois trop bu et roulait 2 fois trop vite. En plus, Diana et Dodi n'avaient pas attaché leur ceinture, contrairement à leur garde du corps, qui lui a survécu à l'accident. Ajoutons que dans un livre publié cette semaine, des journalistes français révèlent que la tenue de route de la Mercedes était défaillante parce qu'elle avait eu un très grave accident auparavant. Alors, puisque le conducteur et la voiture étaient payés par l'hôtel Ritz, est-ce que le propriétaire de ce palace n'aurait pas une part de responsabilité? Vous connaissez son nom? Mais si, il s'appelle Mohamed Al-Fayed. Alors, pas étonnant qu'il préfère entretenir la théorie du complot. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Pascal Rostin, bonsoir. Alors, vous êtes photographe, auteur, directeur d'agence de presse, et vous publiez avec Jean-Michel Karadec Qui a tué Lady Di chez Grasset. Bienvenue parmi nous, Pascal. Bonsoir Thierry. Alors Pascal, l'enquête porte d'abord sur les paparazzi qui suivaient en moto la fameuse Mercedes. Paparazzi dont les flashs auraient ébloui le chauffeur. Un peu bizarre parce qu'ils étaient derrière quand même. C'est une des thèses de départ. Et c'est pour ça que la brigade criminelle a été saisie. Et en fait, ils ont été très rapidement innocentés. Ouais. Ils sont ressortis 3 jours plus tard. Et il y a eu une ordonnance de non-lieu à leur encontre. Voilà. C'est là que la presse, surtout dans les pays arabes, développe la thèse de l'assassinat. Les services secrets britanniques auraient éliminé la princesse parce qu'elle aurait été enceinte de Dodi Al-Fayed. Et donc William, l'héritier du trône, aurait eu un frère ou une sœur musulmane. Et quand on est roi d'Angleterre, on est chef de l'église anglicane. Donc ça faisait désordre. C'est une thèse qui a été développée donc, dans les pays arabes, mais aussi soutenue par Mohamed Al-Fayed. Bah, c'est la thèse, pourquoi? Parce qu'on peut comprendre aussi, dans le sujet c'est assez explicite, on explique que Mohamed Al-Fayed lance ces rumeurs parce qu'il est quand même responsable. Il est responsable du Ritz, il est propriétaire du Ritz, l'employeur de M. Paul. Voilà. Donc on ne peut pas concevoir, même... On oublie qu'il s'appelle Al-Fayed, on ne peut pas concevoir être responsable de la mort de son enfant. Ouais. Donc on va partir, on va dire c'est les paparazzi, on va jeter l'opprobre sur les paparazzi, après on va dire c'est les services secrets, demain ce sera les petits hommes verts. C'était le mari de la reine d'Angleterre, Philippe d'Édimbourg. Oui. On a parlé du deep state anglais qui refusait donc la fréquentation d'un musulman par l'ex-femme du prince de Galles. Oui, parce que le prince Philippe, à l'époque, avait eu des accointances, des amitiés nazies. Alors voilà, tout c'est vrai que le scénario, les communicants, les millions de dollars qu'ont dépensé Mohamed Al-Fayed pour en fait lancer des écrans de fumée, parce que lui n'a pas supporté, il s'est senti responsable, il ne le supporte pas. Exactement. Alors l'enquête se tourne alors vers le chauffeur de la Mercedes, Monsieur Paul, qui a 1,74
grammes d'alcool dans le sang, alors que ce qui est toléré, c'est 0,5, je vous le dis. Et on découvre également des substances chimiques dans le sang du chauffeur. Il y a du Prozac et il y a un médicament destiné à lutter contre la dépendance à l'alcool. Alors on fait une perquisition chez lui, chez le chauffeur, Monsieur Paul, et en fait on découvre rien. On découvre une bouteille de martini à moitié vide, on découvre rien, donc on voit pas pourquoi il prendrait des médicaments pour lutter contre la dépendance à l'alcool. Mais à la deuxième perquisition, là on trouve plein de bouteilles. Est-ce que ça veut dire donc que le MI6 est passé par là? Pas du tout. Mais quand on trouve ces produits-là dans le sang de M. Paul, Mohamed El Fayed déclare « c'est des échantillons qui ont été échangés par les services secrets britanniques. » Formidable. Non mais la brigade criminelle a fait un boulot formidable. Et lorsqu'il déclare ça, à ce moment-là, le juge Stéphan se déplace, retourne à l'Institut médico-légal, refait des prélèvements et reste avec un huissier et ils refont les analyses qui confirment les premières. Bon. Mohamed El Fayed, à ce moment-là, il pète un peu un câble parce qu'il en vient à produire un témoignage d'une infirmière de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a recueilli les dernières paroles de Lady Di sur son lit de mort et qui accuse évidemment les services secrets britanniques. Non, et puis un papier aussi comme quoi elle est enceinte, mais tout ça s'est avéré non, totalement faux. Non, c'est pas un papier, c'est qu'il a un certificat des hôpitaux de Paris qui se révèle être un faux. Comme quoi elle était enceinte, mais en fait c'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. On creuse à ce moment-là la piste de la Fiat Uno blanche. Ça, c'est dingue. Que Monsieur Paul aurait tenté d'éviter, puis qu'il aurait touché avant de heurter le 13e pilier du tunnel de l'Alma. Donc cette Fiat Uno, on nous en parle depuis des années. Nous avons retrouvé le conducteur de la Fiat Uno. Et en fait, il est veilleur de nuit. Il a un alibi en béton. Il dit, moi j'étais dans des entrepôts à Gennevilliers, je faisais mon boulot. Le problème, c'est que quand on lit sa déposition, il dit, ma voiture, elle est rouge. Et les flics lui disent, oui, mais elle est rouge, mais tu l'as repeinte quand? Oh, je sais plus, au mois d'octobre, genre 2 mois après. Mais où? Je sais plus, un parking d'une cité, un copain de mon frangin, mais la peinture, tu l'as achetée où? Je sais plus. Enfin, je veux dire, on comprend qu'il était là. Il est essentiel pour la brigade criminelle, parce qu'il a vu, et surtout ce qui est intéressant, c'est ce qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu de moto, il n'a pas vu d'agent du MI6, il n'a pas vu de photographe balançant des flashs. C'est vrai que le chauffeur de la Fiat Uno roulait lentement en zigzag? Non, il roulait normalement. Ah. Il roulait normalement. L'autre arrive à 154 km/h. Pour les Parisiens ou les gens qui ont déjà pris ce chemin, il y a une petite bosse et un virage. L'autre, il roule à 50 km/h et il se fait rentrer dedans. Il n'est pas responsable. Il est victime, mais il est témoin. Mais il y a de la peinture blanche sur la Mercedes. Il y a de la peinture blanche sur la Mercedes et sa voiture à lui est repeinte en rouge. Voilà. Il s'appelle Levantan. Ouais. Il a été interrogé pendant des semaines, vous l'avez retrouvé. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Il ne veut pas parler. Et on comprend pourquoi il est sorti de la procédure. Parce qu'en fait, comme Mohamed El Fayed pollue l'enquête, le juge Stéphan et les flics ont peur qu'il soit récupéré par Mohamed El Fayed, qui, avec ses millions, peut tout d'un coup lui faire dire ce qu'ils ont envie de lui faire dire. Alors, le véritable scoop du livre que vous signez donc avec Jean-Michel Karadec, c'est la Mercedes. Ça, c'est nouveau. Cette Mercedes a été volée 4 mois avant l'accident à Jean-François Musat, patron de Étoile Limousine, la société qui louait ses voitures à l'hôtel Ritz. Et là, les rumeurs reprennent, en fait. Cette voiture a été volée par les services secrets britanniques, ça recommence, qui ont saboté la voiture. Et finalement, quand elle a eu l'accident, c'était normal parce qu'elle avait été sabotée. Donc vous rencontrez ce fameux Musat qui finit par vous avouer que la Mercedes, effectivement, avait un problème de tenue de route. Musat et le chauffeur Karim dit, cette voiture, c'était une poisse. Voilà. Il dit, on ne la tenait pas au-delà de 60 km/h. Alors on pourrait dire aujourd'hui, pourquoi Musat n'a pas parlé avant? Vous l'expliquez dans votre livre. C'est-à-dire, si Musat n'a pas parlé avant, c'est parce qu'il était en contrat avec le Ritz. Il n'allait pas dire, bon, sauf que quand le Ritz a été fermé pendant 4 ans par Mohamed El Fayed pour le refurbicher, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas re-signé son contrat avec Musat. Donc Musat, n'ayant plus de contrat avec le Ritz, dit la vérité. Voilà. Ça, c'est très important. Ouais. C'est un des 2 grands scoops de votre livre, ça. Ouais. Et le deuxième, c'est d'où vient la voiture?
Alors, d'où vient la voiture? Alors là, je suis personnellement concerné. Oui. Vous avez retrouvé le premier propriétaire de la voiture. Et le premier propriétaire de cette voiture, c'est mon ex-associé, puisque j'avais à l'époque une agence de publicité qui s'appelait Business. Mon associé s'appelait Éric Bousquet. Et lui, alors il s'était fait voler la Mercedes. Lui, c'est un marrant, jour où ouais. il faisait cirer ses pompes rue Baba. du Colisée chez Baba. Il s'est fait voler sa Mercedes. Et le jour où il l'a retrouvée, 3 jours après, la Mercedes avait servi à ramener un détenu dans une prison près de Paris. Ouais. La Mercedes avait sauté dans les champs, elle avait fait 3 des tonneaux. Et quand Éric, mon associé, que j'ai appelé, bien entendu, avant de faire cette émission, il m'a confirmé tout ce qu'il y a dans le bouquin, bien évidemment. Il voit la Mercedes qui a été complètement esquintée. Il dit, écoutez, il est riche, Éric. Il dit, écoutez, mettez-la à la casse, je vais m'en acheter une autre. Voilà, bon. Surtout, c'était une épave, la voiture. C'est une épave. Ah bah c'est une Donc, épave, c'est-à-dire que cette non, voiture, ce qu'il faut savoir, cette voiture que Éric Bousquet a laissée comme épave à la casse, a été ensuite rachetée par Jean-François Musat, le patron de Étoile Limousine, et elle se retrouve au Ritz. c'est les assurances qui la déclarent épave et qui disent à Éric Bousquet, on l'envoie en destruction, il est remboursé. La voiture, c'est une épave. Mais là, elle va où? Elle arrive chez les ferrailleurs, Ouais. les casseurs, les épavistes de la grande banlieue parisienne. Alors là, on va pas vous faire un dessin, cette espèce de monde interlope. Et c'est vrai que ils avaient, la réglementation les autorisait à faire ça. Et Éric Bousquet, lui, le jour où il achète cette bagnole neuve en 94, il se la fait piquer 3 mois plus tard. Il l'achète neuve, il dit « Bon, moi, j'étais un jeune PDG, je voulais faire mon crâneur, ça me plaisait, mais j'avais pas trop d'oseille. Et comme j'avais pas trop d'argent, j'achète le petit moteur, la grosse caisse avec le petit moteur. » Et d'ailleurs, il me dit « Thierry, se foutait de ma gueule. » Il appelait la bagnole la brochure, parce que chaque année, on se payait une brochure de pub pour nos clients. Et cette année-là, j'ai décidé d'acheter la bagnole. Et Thierry l'a surnommé la brochure. Parce que cette année-là, on n'avait pas fait de brochure. C'est incroyable, cette histoire. Alors, Bruce, C'est mon premier scoop qui est passé un peu inaperçu, mais il se trouve que j'étais tout près du pont de l'Alma et vers 1h du matin, 1h30 du matin, je suis passé avec des copains. On a vu qu'il y avait beaucoup d'agitation. J'ai parlé à un flic, il m'a montré, on a vu la Mercedes et très vite le flic m'a dit que c'était la princesse de Galles qui était dans la voiture. Elle n'était pas encore évacuée à ce moment-là. Et je suis parti à la rédaction de Canal+ à l'époque. On a fait les premiers flashs dans la nuit. et voilà. Il faut se souvenir de ce qu'elle était à l'époque, de l'onde de choc que ça a été. Imaginez, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Ouais. il n'y avait pas Internet, les chaînes d'infos, ça commençait tout juste. Et ça a été une onde de choc hallucinante. Donc, pendant, effectivement, des mois, des semaines, on n'a pas cru. On n'a pas voulu croire Comme à pour cette Coluche. version qui était pourtant la version. Et exacte. l'émotion suscitée. Goodbye, Williams Rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. Et on passe maintenant à la question sous serment. Pascal Rostin, jurez-vous que Lady Di n'ait pas été assassinée par les services secrets britanniques? J'en suis intimement persuadé et je pense que nous en amenons toutes les preuves. Nous connaissons ce dossier depuis 12 ans, Thierry, 8000 pages. Je peux vous les réciter, on n'a pas le temps, sinon je commence tout de suite, 8000 Très bien. pages. On rallume. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.